Aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le charme de la solution au problème, le charme ou l'absence de charme, plus exactement. Donc si je résume les quelques cours précédents, on a inventé un système merveilleux de cordes d'abondance merveilleuse qui s'appelle la civilisation industrielle, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, qui permet d'augmenter le temps libre, qui permet d'augmenter la production de tous les gadgets qui nous passent par la tête, des taxis volants jusqu'aux téléphones qui tiennent tout seuls en l'air comme dans Harry Potter. Et puis cette affaire-là se heurte à au moins deux limites physiques. La première, c'est que l'approvisionnement énergétique fossile n'est pas infini. Et la deuxième, c'est que notre activité met un peu partout des sous-produits indésirables, dont des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui sont susceptibles d'engendrer des changements que nous allons trouver éventuellement pas très sympathiques. Alors, dans la manière de s'attaquer à, enfin exactement d'essayer de résoudre le problème, entre guillemets, qui est posé par la situation actuelle, il y a deux grandes familles de solutions. La première, c'est d'essayer de faire fonctionner un système socialement stable avec moins d'énergie. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. La deuxième, qu'on va un tout petit peu regarder aujourd'hui aussi et qu'on regardera les deux cours suivants, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que cette énergie soit disponible en mettant moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord ? Donc il y a deux grandes familles où j'en utilise moins, où j'essaye d'en utiliser de la moins carbonée. Donc le premier débat, c'est le débat sur les économies d'énergie, et le deuxième débat, c'est le débat sur tout ce qui est décarbonation de l'énergie, en particulier renouvelable et nucléaire. C'est les deux grandes familles de discussion qu'on va avoir à partir de maintenant. Par ailleurs, il y a quelque chose de théorique pour les uns et de plus pratique pour les autres dans cette discussion, parce que, comme j'ai essayé de l'exposer dans les cours précédents, tous les pays toutes les zones ne vont pas être logées à la même enseigne en ce qui concerne le calendrier de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai également essayé de vous expliquer que, de toute façon, même moi, pour le temps qui me reste à vivre, et vous, pour tout le temps qui vous reste à vivre de manière absolument certaine, ne pourront pas échapper à quelque chose concernant cette affaire. C'est-à-dire que soit les économies et la décarbonation, on les gère, soit on les subit, mais de toute façon, on ne passera pas à côté. Et l'Europe, malheureusement pour nous, est, après le Japon, la zone dans le monde qui est le plus pauvre en ressources énergétiques. Le Japon n'a rien, donc c'est assez simple. L'Europe a encore la mer du Nord et du charbon en Pologne et en Europe, et en Allemagne. Mais enfin, ce n'est pas assez pour assurer une croissance de la quantité d'énergie disponible à partir de maintenant, même si on se fiche du climat. Donc il y a une raison de faire des économies d'énergie qui est souvent la raison la plus fréquemment mise en avant dans le débat médiatique, et je parlerai un tout petit peu des médias pendant ce cours, qui est « il faut faire quelque chose contre le changement climatique », mais il ne faut pas oublier qu'il y a de toute façon une voiture-balai dans cette histoire, et que la voiture-balai est déjà à l'œuvre dans les pays de l'OCDE, c'est ce que rappelle ce graphique, qui est le fait que l'approvisionnement énergétique est déjà contraint pour une partie des énergies que nous utilisons. Alors je ne vous reprojette pas le graphique concernant l'Europe, mais je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'Europe, l'approvisionnement de charbon est en déclin, climat ou pas climat, l'approvisionnement en pétrole est en déclin, climat ou pas climat, et l'approvisionnement en gaz est en déclin, climat ou pas climat. Donc on a 80% de notre approvisionnement qui est de toute façon en déclin, en tendance. Dans la zone OCDE, vous voyez que depuis 2006, en l'occurrence depuis 2007 plutôt, l'approvisionnement est passé par un maximum et depuis, il ne retrouve pas le chemin de la croissance. Donc en fait, le fait de devoir faire fonctionner un système socialement stable avec moins d'énergie est déjà une équation qui est devant nous depuis une dizaine d'années dans la zone qu'on appelle OCDE. Alors OCDE, c'est ce qu'on appelait autrefois les pays riches, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, toute l'Amérique du Nord. Voilà, c'est ça la zone OCDE. Voilà, donc en ce qui concerne la partie amont, j'ai envie de dire, la nécessité de faire des économies parce qu'on a déjà un problème sur l'approvisionnement, pour nous, c'est sous notre nez. Alors, ce n'est pas sous le nez de la population riche et bien nourrie qui est dans cette salle, hein, parce que nous faisons partie, pour mettre un peu les pieds dans le plat, sauf quelques-uns d'entre vous, de ce qu'on appelle les CSP+. Donc, c'est les gens qui sont à l'abri du besoin, parce que vos parents sont pour l'essentiel enseignants, cadres supérieurs, etc. C'est ça
C'est ça le panorama de l'élève type dans l'enseignement supérieur technique dans ce pays. Donc vous ne voyez pas le problème chez vous. Hein, la question des économies forcées, c'est quelque chose que vous ne voyez pas chez vous. Par contre, si vous regardez ce qui est en train de se passer dans les zones périphériques des villes depuis 10 ans, je peux vous assurer que le problème est déjà à l'œuvre. Hein, mais vous ne le voyez pas chez vous. Encore une fois, sauf exception. Donc, première raison de faire des économies, encore une fois, c'est que de toute façon, il va y en avoir moins. Et du coup, confère le premier cours, toutes choses égales par ailleurs, il y aura moins d'économies. Moins d'énergie, moins de machines, moins de PIB. Oui ? Baisse du revenu, augmentation des inégalités, augmentation du chômage, etc. C'est-à-dire que les problèmes de type économique se concentrent dans ces endroits-là. Ou bien les gens, ce qu'on appelle les working poor en bon franglais, c'est-à-dire les gens qui travaillent mais qui pour autant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors en France, avec notre salaire minimum très élevé, c'est un truc qu'on voit moins, parce qu'il faut faire, en gros, il faut faire des contrats jeunes, des machins, enfin des trucs qui sont très spécifiques et dérogatoires du droit commun pour arriver à le faire. Mais dans d'autres pays occidentaux, c'est comme ça que le problème aujourd'hui, c'est comme ça que l'ajustement se fait aujourd'hui. Voilà, donc j'insiste un peu là-dessus parce que, encore une fois, très souvent, quand on parle des économies d'énergie ou des autres marges de manœuvre que nous avons face au changement climatique, on continue à voir ça comme quelque chose qu'il faudrait se décider à faire la semaine prochaine pour éviter des gros emmerdements en 2050. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'en Europe, c'est déjà plus une option. Les économies, on les fait de toute façon déjà en Europe. La deuxième raison de faire des économies, c'est donc la question du changement climatique. Alors je vous montre ici un graphique, je vais vérifier, je ne crois pas vous l'avoir montré la dernière fois. Ce graphique, il vous dit, il vous superpose tout un tas de simulations faites avec des modèles de climat et restituées dans le dernier rapport complet du GIEC. Et en gros, ces simulations, elles vous donnent en abscisse les émissions cumulées de CO2 au cours du temps, et en ordonnée la réponse en température du système en fonction des émissions cumulées de CO2. Ce que vous voyez, en gros, c'est qu'on a affaire à une droite, et les émissions, et l'élévation de température, c'est l'élévation de température entre l'ère pré-industrielle et 2100, dit autrement, avec l'inertie du CO2 dans l'atmosphère, c'est l'élévation de température embarquée dans les émissions qui ont déjà eu lieu. C'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Hein. Donc si par exemple, on s'arrête aux émissions d'aujourd'hui, aux émissions cumulées d'aujourd'hui, qui font à peu près 2200 milliards de tonnes de CO2, eh bien nous avons embarqué 1,5 degré de réchauffement. Alors vous allez me dire, ah mais comment ça se fait, puisque dans les accords de Paris, on a dit qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc si on l'a déjà avec ce qu'on a déjà émis, pourquoi est-ce qu'on discuterait de le limiter à 1,5 plus tard, puisque de toute façon on ne peut plus rien faire, il est déjà là. J'y reviendrai juste après. Mais en gros, si on arrête les émissions demain matin, ce que vous dit ce graphique, c'est qu'on prend en gros 1,5 degré à la fin du siècle. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle, à ce moment, on fait le chemin inverse et ce qu'on voit, c'est qu'il faut limiter les émissions à 3000 milliards de tonnes de CO2, dont 2200 ont déjà été émises. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut limiter les émissions pour la partie du siècle qui reste, donc entre maintenant et 2100, à 800 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire en première approximation, le tiers de ce qui a été émis pendant le siècle qui a précédé, avec une population en moyenne 3 fois moins nombreuse. Ce qui veut dire que le droit à émettre de chacun d'entre vous sur ce qui vous reste à vivre, si je fais cette règle de 3 jusqu'au bout, c'est le 9e du droit à émettre qu'ont eu vos grands-parents jusqu'au moment où ils sont morts. D'accord ? C'est à peu près ça le résultat de la règle de 3. Alors vous comprenez qu'effectivement, si on veut faire quoi que ce soit d'approchant de cette limite, il va falloir s'occuper en particulier de la quantité d'énergie qu'on utilise, d'où une deuxième justification en ce qui concerne les économies d'énergie. Alors, je vous disais, 1,5 degré, avec les émissions passées, on est à peu près sûr de les avoir, de toute façon. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ce que vous voyez ici, c'est 4 trajectoires d'émissions
qui permettent de limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. Et ce que vous voyez, c'est que toutes ces trajectoires d'émissions, en gros, ce qu'elles vous disent, c'est tout ce qu'on aura émis à partir de maintenant et jusqu'au moment où les émissions nettes deviennent nulles. Derrière, il faut que ça soit compensé par des émissions négatives, dit autrement par de la séquestration nette, pour compenser le surplus qu'on a transitoirement mis dans l'air. D'accord ? Donc on a le droit d'utiliser l'atmosphère comme un stock tampon pendant quelques dizaines d'années pour rajouter du CO2 dedans, à condition que derrière, on commence à le retirer. En net. J'insiste, hein, en net. Ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement il ne faut plus qu'il y ait une source de CO2 dans le monde, ou en tout cas plus beaucoup, mais en plus, il faut que ce qu'on avait déjà mis dans le passé, on le retire de l'atmosphère. Et alors, on le retire de l'atmosphère avec deux marges de manœuvre qui portent des acronymes très sympathiques dans ce graphique, qui s'appellent AFOLU et BECCS. Alors, AFOLU, ça veut dire Afforestation and Land Use. Dit autrement, c'est le changement d'usage des sols, c'est le fait de transformer des sols qui ne captent pas de carbone en sols qui captent du carbone. C'est ça qu'on appelle AFOLU. Donc c'est soit reforester des terres qui n'avaient pas de forêt, et à ce moment, le fait que vous créez un stock de forêt, un stock de biomasse, ça vous transfère du carbone de l'atmosphère vers le sol, ou bien vous changez vos pratiques agricoles, et à ce moment, par exemple, vous labourez moins, à ce moment, vous remettez du carbone dans le sol, voilà, c'est ça, AFOLU. Et BECCS, c'est Biomass Energy avec Carbon Capture, dit autrement, c'est des centrales électriques au bois, et vous capturez le CO2, je vais vous en parler plus tard dans le cours, et vous le remettez sous terre. Donc, dit autrement, la forêt capte du CO2 de l'atmosphère, vous prenez le bois, donc le carbone est passé de l'atmosphère dans le bois, vous prenez le bois, vous le faites brûler dans une centrale électrique, et le CO2 de la centrale électrique, vous le capturez et vous le mettez sous terre. Donc vous avez fait la totalité du chemin inverse, atmosphère vers sous-sol, qu'aujourd'hui on fait dans l'autre sens, combustible fossile vers atmosphère, hein, donc sous-sol vers atmosphère. Voilà, donc je vous détaille pas chacun des 4 scénarios, mais vous voyez qu'en gros, dans l'esprit, ce qu'on a mis dans l'atmosphère jusqu'en 2050, il faut le retirer derrière. Alors celui-là, il s'arrête en 2100, mais derrière 2100, il faut continuer à séquestrer en net. Hein. Donc l'idée, c'est que, en gros, je le redis encore autrement, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré en 2100, il faudrait qu'on s'arrête d'émettre demain matin. Bon, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Si on veut limiter à 2 degrés, donc là, ce n'est pas demain matin qu'il faut s'arrêter d'émettre, mais à peu près. Vous avez à ce moment, et c'est ça qui va me servir de référent dans un calcul que je vous ferai plus tard, vous avez ici la trajectoire d'émission, alors là c'est juste sur le CO2, qu'il faut respecter pour tenir la limite des 2 degrés. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, si on rajoute les autres gaz à effet de serre au CO2, on est à peu près à 60 milliards de tonnes équivalent CO2 d'émissions par an. Et il faudrait qu'on soit aux alentours de 20 en 2050, si on suit ce scénario bas, qui lui permet d'avoir... Alors, quand je dis en fait de limiter à 2 degrés, c'est une approche probabiliste. C'est mon sommet de gaussienne dont je parlais l'avant-dernière fois. Et donc, c'est 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 2 degrés. Avec cette trajectoire-là, on a déjà 1 chance sur 3 d'excéder les 2 degrés. Hein? Parce que je rappelle qu'il y a une barre d'erreur dans les simulations climatiques, et donc il n'y a pas de résultat qui est absolument garanti quand on regarde l'avenir. C'est des ordres de grandeur. Voilà, donc retenez que d'ici à ce que vous ayez mon âge, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. C'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Si on n'est pas capable de limiter les émissions par 3 d'ici à ce que vous ayez mon âge, c'est absolument certain, donc je peux parier la totalité de mes économies plus celles de qui veut, je ne serai pas là pour voir le résultat, mes enfants si, normalement, qu'on ne tiendra pas les 2 degrés, parce que tout ça est une affaire, encore une fois, de réchauffement embarqué et de grande durée de vie du CO2 dans l'air. Oui. C'est la très grande discontinuité de la concept de CO2 dans l'air, par exemple. La très grande discontinuité? La discontinuité, ça croît très rapidement par rapport à ce phénomène antérieur. Ah oui, à l'échelle géologique, bien sûr. Oui. Est-ce que le processus de captation dont vous nous parlez permettrait de compenser cette discontinuité? Est-ce que ça... Non, alors il y a 2 choses qui sont distinctes. Je vais vous
La captation du CO2, je vais vous expliquer dans une heure ou à peu près en quoi ça consiste techniquement. Celle qu'on envisage aujourd'hui, c'est la captation du CO2 fossile. Donc en gros, vous avez un combustible fossile que vous retirez du sous-sol, vous le brûlez, et le CO2, au lieu de le laisser partir dans l'atmosphère, vous le récupérez et vous le remettez dans le sous-sol. Donc là, vous avez une opération blanche, on va dire. Mais ça ne vous diminue pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ça vous empêche simplement de l'augmenter. Si vous voulez la diminuer, à ce moment, il faut récupérer le CO2 de l'atmosphère avec des plantes, brûler les plantes, prendre le CO2 de la combustion des plantes, capturer, et celui-là le mettre sous le sol. Et à ce moment, vous avez fait, en gros, ce que la géologie a fait sur 50 millions d'années quand elle a fait du pétrole. C'est-à-dire qu'elle a retiré du CO2 atmosphérique et elle l'a collé sous le sol, sous forme de stock de carbone. Voilà, c'est ça. Et BECCS, dans ce que j'évoquais avant, c'est très exactement ça. Donc c'est un moyen, en gros, de passer l'aspirateur à CO2 dans l'atmosphère. Mais c'est un moyen qui marche sur le papier, je vous montrerai après toutes les limites, qui font que malheureusement, pas prêt de parier qu'il va y avoir ça partout dans les 30 ans qui viennent. Voilà, donc retenez les ordres de grandeur. C'est une division par 3 en l'espace d'une génération et demie qu'il faut faire pour tenir les 2 degrés. Il faut garder cet ordre de grandeur en tête. Oui ? Ah, parce que si vous les brûlez sans remettre le CO2 sous le sol, le CO2 repart dans l'atmosphère. Donc à nouveau, vous avez une opération blanche. Pardon ? Ah, si on ne les brûle pas, vous n'avez pas d'énergie. Donc là, l'idée, c'est de les utiliser à la place du charbon ou du gaz ou de n'importe quoi d'autre pour faire de l'électricité. Oui, mais s'ils se décomposent tout seuls dans leur coin, vous n'avez pas d'énergie. Donc là, en fait, c'est un procédé qui est destiné à remplacer, en particulier dans la génération électrique, le charbon et le gaz. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de déstocker du carbone du sous-sol et de mettre le CO2 dans l'atmosphère, vous faites le chemin inverse en utilisant de la biomasse dont vous capturez le CO2 de combustion pour le remettre sous le sol. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a d'autres questions là-dessus, renvoyez à tout à l'heure parce que je vais vous en parler plus en détail. Hein. Je vous en parle tout à l'heure. C'est prévu. Pour vous donner une idée de ce que représente la contrepartie d'émissions divisée par 3 pour 9 milliards d'individus, on peut faire une petite règle de 3. La petite règle de 3, elle vous dit donc 20 milliards de tonnes de CO2 divisé par 3, par 6 milliards d'individus, ça vous ferait 3 tonnes de CO2 par personne. Et si vous divisez par 9, ce qui est plutôt la taille de la population à l'horizon de 20-30 ans, eh bien, on est plutôt à 2 tonnes de CO2 par personne. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 2 tonnes de CO2 ? Eh bien, avec 2 tonnes de CO2, vous faites votre stage à l'étranger que la direction des études vous demande de faire, et puis le reste de l'année, vous n'avez pas le droit de vivre. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous... parce que là-dedans, vous avez déjà les émissions liées à l'alimentation. Hein. Donc vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous vêtir, vous ne pouvez pas acheter une brosse à dents, vous ne pouvez pas vous déplacer, rien, d'accord ? Vous avez pris l'avion, terminé. Alors vous allez me dire, quoi, comment ? Je vous rappelle que les déplacements en avion, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire des hommes. Hein. En 1950, il y avait les boxeurs célèbres et les stars de cinéma et les ministres qui se déplaçaient en avion, ça s'arrêtait là. Je veux dire, même l'élève aux mines, il y a 50 ans, il ne prenait pas l'avion. Ça n'existait pas. Mon père, qui est allé comme postdoc aux États-Unis, il est allé en bateau. Bon. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Vous voyez, un vol en avion, crac, vous avez cramé votre quota, après c'est terminé. Vous avez la possibilité de consommer quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Oui. Là, si on fait plusieurs vols en avion, mais sur de courtes distances, dans ce cas-là, ça pollue beaucoup moins. Ça pollue beaucoup plus. Si vous faites le même kilométrage annuel en plusieurs vols, c'est pire que de le faire en un seul vol, parce que ce qui consomme beaucoup de carburant, proportionnellement, c'est le décollage. Ce qui est problématique, c'est quand on dégage certains gaz à effet de serre, mais à des très hautes altitudes. Oui, sauf que même si vous faites 1000 km, au bout de 20 km, votre avion, il y est quasiment. Hein. Même un vol de 1000 km, votre avion, il monte au plafond des 10 000 mètres très très vite. Hein. Il ne reste pas à 300 mètres d'altitude. Oui. Le problème de l'aviation,
Oui, sauf que vous prenez jamais l'avion pour aller d'ici jusqu'à Saclay, quoi. Donc en fait, quand vous montez dans l'avion, vous savez que vous allez de toute façon faire entre 1000 et 10 000 km. C'est même à ça que ça sert. En fait, ce qui va... Oui. Ça dépend quel type de bateau. Si vous prenez le Queen Mary, c'est encore pire. Donc il vaut encore mieux y aller en avion. Par contre, si vous êtes passager supplémentaire sur un cargo de bananes, là c'est parfait. Non mais c'est exactement ça. Donc ça dépend de à quoi sert le bateau en gros. Mais s'il sert juste à transporter des croisiéristes retraités avec un membre d'équipage pour 2 passagers, etc., c'est encore pire que l'avion. Hein. Voilà, donc je continue. Donc on a le droit de consommer quelques milliers à quelques dizaines de milliers de kilowattheures d'électricité. Alors là, on va en parler aux 2 prochains cours. Évidemment, le mode de production de l'électricité conditionne très largement le quota en question. Et du coup, ce que vous voyez ici en filigrane, c'est qu'évidemment, il y a plein de gens qui rêvent d'un monde dans lequel on pourrait produire plein d'électricité décarbonée. À ce moment, on peut avoir plein de kilowattheures et on est capable de substituer plein d'usages. On se met à faire fonctionner l'industrie, les transports, le confort thermique des bâtiments, etc., avec de l'électricité sans carbone, et on a, entre guillemets, résolu notre problème. Alors, on en parlera les 2 prochaines fois. Vous avez le droit d'acheter de quelques kilos à quelques dizaines de kilos de produits manufacturés, avec mes 2 tonnes là. Par exemple, avec mes 2 tonnes, j'ai le droit d'acheter 4 ordinateurs. Là, comme ça, ou 4 écrans de télévision connectés chez moi. D'accord ? Donc si une année, vous achetez un ordinateur et un écran de télévision, vous avez cramé la moitié de votre quota rien qu'avec ça. Vous avez également le droit d'acheter quelques milliers d'euros de services, factures de téléphone, agio bancaire, etc. Enfin, voilà. Place de cinéma. Donc vous voyez que là aussi, si vous utilisez, si par exemple vous achetez quelques kilos ou dizaines de kilos de vêtements, tables, chaises, ordinateurs, etc., bah à ce moment vous mangez plus, vous déplacez plus, vous chauffez plus, ou etc. Vous avez le droit de vous faire construire un quart de chambre à coucher, 1 mètre carré en structure béton, dans un logement collectif, dans un immeuble de type appartement, demande l'émission de 3 à 400 kg de CO2. D'accord ? Construire 1 mètre carré. Donc avec 2 tonnes, vous en construisez 5, 6, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Ce qui veut également dire que l'année où un ménage se fait construire une maison de 90 mètres carrés, qui est la taille classique d'une maison, eh bien cette année-là, le ménage a émis 35 tonnes de CO2 au titre de la construction de son logement. Alors ces émissions, c'est celles des cimenteries, des aciéries qu'il a fallu faire fonctionner pour faire le gros œuvre de la maison, des briques, des tuiles, des fenêtres, du câblage électrique, etc. Et là-dedans, je ne tiens pas compte de la machine à laver et de l'écran connecté qu'on met à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'utiliser du gaz, moins que de l'électricité en France, plus que de l'électricité dans un pays dans lequel l'électricité est très carbonée. C'est pour ça que les gaziers et les électriciens se battent comme des chiffonniers en permanence. Et enfin, vous avez la possibilité de faire quelques milliers de kilomètres en voiture, et tout ça, c'est des ou exclusifs. Donc si vous partez 2 fois en vacances dans l'année en voiture, vous ne mangez plus, vous ne vous habillez plus, vous ne vous chauffez plus, vous n'achetez plus rien, et vous ne prenez pas l'avion pour aller faire votre stage à l'étranger. Voilà, donc ça, oui. Juste pour revenir sur la question de l'avion, imaginons que je décide d'aller à Moscou en train, je pars à Moscou en 2 jours et demi. Oui, beaucoup moins. Le train, il est en gros, alors ça dépend de la manière dont on fait l'électricité, mais en gros, un kilomètre passager en avion, c'est de l'ordre de 150 grammes de CO2. Un kilomètre passager en train en France, en fonction du fait que vous considériez l'infrastructure amortie ou pas amortie, etc., ça se balade entre quelques grammes et quelques dizaines de grammes. Mais c'est en France. Si vous allez en Allemagne, ça peut monter à quelques dizaines de grammes à cause du contenu carbone de l'électricité. Mais ça reste toujours inférieur à l'avion dans tous les cas de figure. Voilà,
donc ça aussi, c'est pour vous faire toucher du doigt. Donc quand on dit diviser par 3 les émissions, bon, très bien, c'est important. Ça, c'est pour vous faire toucher du doigt à quel point aujourd'hui nous sommes à des années-lumière avec les habitudes que nous avons d'avoir quoi que ce soit qui puisse ressembler à une empreinte carbone qui soit compatible avec le monde des 2 degrés, qui est par ailleurs la promesse politique de tout un chacun en ce moment. Hein, avec un tout petit sujet, et j'y reviendrai tout à fait à la fin de ce cours pour vous montrer quelques écarts.